Ouverture de la campagne électorale pour les élections couplées municipales et régionales. Depuis minuit, les différents candidats sont autorisés à investir le terrain afin de convaincre l'électorat. Pour ces premières élections couplées de l'histoire de la Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante veut réussir le pari de l'organisation. Nous nous rendrons à Guimbé dans cette édition. Guimbé, c'est dans le département de Korogo. Pour sortir de la pauvreté, les femmes de la localité ont choisi de s'investir dans la production de l'oignon. Et puis au Mali, le gouvernement rassure, des élections pour le mois de juillet prochain, c'est possible afin de doter le pays d'institutions légitimes. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. On démarre avec les audiences accordées par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, d'abord au directeur général du groupe électrique Africa, venu annoncer l'ouverture d'un bureau à Abidjan, puis à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Les détails avec Francis Boisfo. L'ouverture d'un bureau de General Electric Africa à Abidjan a été l'objet de cette rencontre entre Daniel Kablan-Duncan et son hôte Thomas Konditi. Le président de General Electric Africa dit être venu s'informer sur les conditions d'investissement dans plusieurs secteurs économiques en Côte d'Ivoire. Ils équipent à peu près 60% des turbines électriques dans la plupart des projets que nous avons dans l'énergie, à savoir Cyprel, Azito et d'autres projets en gestation. General Electric est impliqué dans la construction de voies ferroviaires et donc le Premier ministre a évoqué les projets d'extension de la ligne Abidjan-Ouaga-Niger. Ils sont intéressés. Ils ont aussi des activités dans l'aéronautique. General Electric est également impliqué dans les projets de la santé. Ils vont équiper certains hôpitaux en Côte d'Ivoire. Avec l'ambassadeur de l'Inde accrédité en Côte d'Ivoire, les échanges ont porté sur la récente visite de la délégation ivoirienne en Inde. Son Excellence Anil Charan est allé dire les ambitions du gouvernement indien pour la Côte d'Ivoire et faire le point de la mission conduite par Daniel Kablan-Duncan dans son pays. La visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre en Inde, a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Il a été question d'une visite très prochaine, d'ici la fin de ce mois d'avril 2013, d'une très forte délégation d'hommes d'affaires indiens, donc en Côte d'Ivoire, pour discuter différents projets. La dernière audience de ce vendredi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a accordée aux responsables des syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Côte d'Ivoire. Rien n'a filtré de cette rencontre à huis clos. Autre activité du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan a assisté à la première journée du mérite et de l'excellence. L'initiative du secteur de l'éducation a permis d'honorer élèves, enseignants, dirigeants et autres acteurs de l'école ivoirienne. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Daniel Kablan-Duncan a pris part au lancement de la première journée du mérite et de l'excellence. Parmi les célébrés du jour, Fodio Daniela, prix d'excellence au baccalauréat série D. En son absence, c'est son père qui récupère son diplôme. Ma fille, elle est excellente. En ce moment, elle est la majeure de la promotion sciences économiques de Lille. Elle a eu 16,40 de moyenne. Donc je suis très fier pour ce que le gouvernement ivoirien reconnaît, le mérite des jeunes filles. Élèves, instituteurs, économes, proviseurs, tous les acteurs qui se sont démarqués par l'excellence de leur travail ont été célébrés. Ils ont reçu des mains des ministres et personnalités présentes des lots importants. Pour le ministre Kandia Camara, l'initiative répond à la vision d'une école ivoirienne pluridimensionnelle, ouverte sur des perspectives positives pour la jeune génération. L'acte que scelle la cérémonie de ce jour est d'une importance fondamentale dans le processus de consolidation des performances de notre système éducatif, confronté des décennies durant au défi de la baisse constante des résultats scolaires. C'est surtout une source indéniable de motivation et d'exhortation au goût de l'effort et du travail bien fait pour l'ensemble des acteurs de notre école. Le chef du gouvernement le rappellera, l'école ivoirienne a connu des difficultés qui ont impacté ses résultats, de la nécessité aujourd'hui d'actions de redynamisation du système éducatif en vue d'inculquer les valeurs du travail bien fait. L'école ivoirienne nouvelle que Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement appellent de tous leurs vœux, doit être en effet une école de référence, une école de défis,
qui fait de la qualité, de la performance et de la culture du mérite les fondements de son essor et de sa stabilité dans un monde devenu aujourd'hui de plus en plus compétitif. Daniel Cablon-Duncan a pour finir insisté sur l'intérêt que porte le chef de l'État au secteur de l'éducation qui reste le pilier de tout pays en développement. Les gouvernements ivoiriens et libériens, ainsi que les opérations onusiennes présentes dans ces deux pays, notamment la MINUL et l'ONUCI, se sont rencontrés hier au Libéria. La Côte d'Ivoire était représentée par une délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Sensibilisation pour le retour des réfugiés en Côte d'Ivoire, implication des chefs traditionnels, renforcement de la présence des autorités administratives et extradition des mercenaires ayant abattu les soldats du contingent nigérien étaient les principales questions à l'ordre du jour. À l'issue de cette réunion quadripartite, il a été recommandé le renforcement des dispositifs sécuritaires en accord avec les forces onusiennes tout au long de la frontière pour rassurer les populations. Le ministre Ahmed Bakayoko, en marge de la réunion, a rencontré son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria. La campagne électorale pour les élections couplées municipales et régionales est ouverte depuis minuit. Elle dure 15 jours pour un scrutin prévu le 21 avril. C'est une première en Côte d'Ivoire et les forces de l'ordre veulent réussir le pari de la sécurité. Des dispositions sécuritaires ont donc été prises et le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi, en a livré les grandes lignes à Adama Koné. Le ministère auprès du président de la République chargé de la Défense a bouclé son plan de sécurisation de la campagne électorale. Et pour cause. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'élection partielle, il s'agit d'une élection nationale, à couverture nationale. Et vous avez deux élections qui sont couplées. Et c'est pourquoi il y aura davantage de monde, mais surtout le personnel électoral sera déployé, du matériel électoral sera déployé, et les candidats sont certainement X fois plus nombreux, parce que vous avez à la fois des candidats pour les régionales, mais aussi des candidats pour les municipales. Donc nous allons commencer dès l'ouverture de la campagne pour sécuriser de façon discrète selon les cas, selon les endroits, mais aussi de façon visible. Et pendant la période de campagne, ça sera complètement visible. Des dispositions sont aussi prises pour le jour du vote, le 21 avril prochain. Nous allons positionner nos hommes sur les lieux et les bureaux de vote. Et ensuite, vous avez aussi le transfert du matériel électoral. Après le vote, il va falloir donc transférer les urnes, les bulletins de vote pour les comptages, les dépouillements. Donc c'est des périodes sensibles qu'il faut également sécuriser. Si les forces de défense et de sécurité sont prêtes à prévenir tout débordement, le ministre Paul Kofi appelle toutefois les différents acteurs à une campagne électorale qui épouse l'ère de la cohésion. C'est l'occasion donc d'interpeller tous les candidats, d'avoir des campagnes apaisées et de ne pas se lancer à la provocation des populations, provocation de nos hommes, avoir des propos discourtois qui peuvent entraîner tout simplement des conflits ou des bagarres inutiles. Le décor sécuritaire est ainsi planté pour une période électorale en toute sérénité. La commission électorale indépendante n'est pas en reste pour la réussite du scrutin du 21 avril prochain. Elle appelle politiciens, militants et populations au civisme. C'est ce que nous dit Honorine Anigori. Pour Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, contrairement aux précédentes élections qualifiées d'élections générales, celles-ci sont des élections locales dont l'objet est de désigner des organes de gestion des communes ainsi que des régions. Et de nombreux défis sont à relever. Les conseils régionaux et municipaux qui en résulteront constitueront, à n'en point douter, d'importants relais pour la mise en œuvre du programme du gouvernement au niveau local. La commission électorale indépendante est consciente de l'enjeu de ces scrutins et surtout de la sensibilité née de l'effervescence particulière qu'elle engendre. Le premier responsable de la CEI souhaite que cela se déroule dans un climat apaisé.
La commission électorale indépendante voudrait compter sur vous, chers candidats, chers frères et sœurs, pour mener, durant ces 15 jours, une campagne électorale pacifique, empreinte de tolérance, d'esprit de convivialité et de respect de l'adversaire, pour permettre aux électeurs de se rendre le jour du scrutin dans le bureau de vote avec assurance et sérénité. Ce sont au total 665 candidats, conseillers municipaux et 83 conseillers régionaux qui ont été enregistrés pour ces élections couplées. Et toujours en ce qui concerne ces élections, la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation invite la jeunesse ivoirienne, toutes tendances politiques confondues, à privilégier l'intérêt national. Léon Brou était à la rencontre entre la structure et la presse nationale. Non à la manipulation, non à la violence, non à la guerre. Place plutôt à la tolérance, à la paix et à la réconciliation avant, pendant et après les élections couplées du 21 avril 2013. Message du président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR, à l'ensemble des populations ivoiriennes, notamment la jeunesse et les candidats aux élections municipales et régionales. Zadi Diédié explique que pour le développement, chaque citoyen, y compris ses camarades pro-Gbagbo ou de l'opposition en général, ont intérêt à participer à ce scrutin. Il y a un mot d'ordre qui a été lancé. Je respecte ce mot d'ordre. Mais il s'agit de développement. Il s'agit de l'emploi jeune. Il s'agit d'un projet de la jeunesse. C'est pour cette raison je demande à tout le monde de se mobiliser pour ces élections municipales de notre pays, la Côte d'Ivoire. Abordant les éventuels contentieux nés du prochain scrutin, Zadi Diédié a indiqué que la seule voie de recours reste la CEI, Commission électorale indépendante. Il invite donc les candidats à s'y référer avec civisme, sans inciter à la haine et à la violence. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit réussir le pari de la sortie de crise à travers le succès dans cette dernière échéance électorale. Les journalistes aussi sont appelés à jouer leur partition pour des élections apaisées. Ceux des régions de Gbeke et du Hambol ont été formés en matière de couverture électorale. Les précisions d'Ami Sissoko et de Kwadio Kwame. Respecter les principes fondamentaux du journalisme pour un environnement électoral apaisé. Tel était l'objectif de la rencontre entre l'ONUCI et les médias des régions de Gbeke et du Hambol. Selon le chargé de l'information et du plaidoyer de l'ONUCI, Salvador Ndabazerutse, la réussite des élections régionales et municipales couplées du 21 avril prochain ne sera possible qu'avec le soutien des médias. Pour ce faire, les journalistes doivent cultiver l'impartialité, vérifier les informations, offrir au public une tribune pour exprimer ses critiques. Quant aux médias audiovisuels, ils doivent veiller au respect des principes d'égal accès des candidats et formations politiques à leur antenne. C'est ainsi que la presse inculquera une attitude de civilité électorale à la population. Par ailleurs, le rôle de l'ONUCI cette année dans les élections est orienté vers le monitoring, le conseil et la sécurisation selon Brigitte Fominiang, coordonnatrice de la cellule électorale. En outre, elle a précisé que cette élection couplée est un texte pour notre pays afin de vérifier s'il pourra organiser tout seul les élections à venir. Vu l'enjeu de cette première élection couplée, les participants se disent prêts à coopérer. En tant que journalistes, nous devons donner l'information juste afin que nous ayons des élections apaisées. Il ne faut pas prendre parti en tant que journaliste. En même temps qu'il faut parler de tel candidat, en même temps aussi il faut parler de l'autre. Pour aider les citoyens à prendre de bonnes décisions, il est important d'avoir une presse libre, sérieuse et digne de confiance. Pour un traitement professionnel des informations liées au déroulement de ces élections, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a apporté un appui à la formation des correspondants de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Ce traitement professionnel est également une priorité pour le Conseil national de la presse et l'ONUCI. Maïsako. Reportage en période électorale, c'est autour de ce thème que s'est déroulée la visioconférence animée par Nicolas Pinault, journaliste à La Voix de l'Amérique.
Les pigistes de l'agence ivoirienne de presse, AIP, ont été appelés à une bonne conduite durant la campagne électorale qui s'ouvre. Le conférencier a invité chaque journaliste à s'imprégner du code électoral ivoirien et à être impartial. Il devra par ailleurs faire l'effort de suivre tous les candidats afin d'équilibrer les informations. Le Conseil national de la presse et l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire sont dans la même dynamique. Il demande aux médias en général à faire preuve de professionnalisme en tenant compte du pluralisme des opinions et de l'équilibre des espaces consacrés aux candidats dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. Les journalistes ont été sensibilisés sur le mode opératoire et les enjeux du premier scrutin couplé en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a également présenté une simulation du vote en vue de permettre aux médias de s'approprier ce processus électoral. Passons à autre chose. Le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, en visite en Côte d'Ivoire, a été reçu hier par la ministre de la Communication, Stéphane Tomodé, accompagné du directeur général de la RTI, Akasaye Lazare, a signifié qu'il était à Abidjan dans le cadre d'une prospection. Zadni Gabriel pour le reportage. En visite de travail, Stéphane Tomodé, directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, est intéressé par les programmes de la radio-télévision ivoirienne RTI. Reçu en audience ce vendredi par Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, en présence d'Akasaye Lazare, directeur général de la RTI, il a expliqué les motivations de sa visite. Le président Bouni a souhaité obtenir de son collègue Ouattara que nous puissions faire une mission ici et pour voir avec la RTI d'une part et avec Isovision tout ce qui a été fait dans la mise en place de cette deuxième chaîne. La dynamique de coopération démontrée par cette visite est saluée par le ministre Afoussiata Bambalamine qui a promis aux visiteurs son soutien. Je vous soutiendrai autant que faire se peut, naturellement, parce qu'il est de notre devoir de le faire au regard effectivement de toutes les avancées qui vont avoir cours dans notre pays. Vous avez parlé du numérique, nous parlons aussi du défi de la libéralisation. Donc nous avons vraiment des chantiers que nous devons attaquer ensemble. Les dirigeants de l'ORTB entendent maintenir l'élan des récentes évolutions intervenues dans l'Office en multipliant les accords de partenariat. C'est dans ce sens qu'ils ont échangé avec les responsables d'Isovision, structure qui a assuré les installations de la régie et du plateau technique de la RTI. L'ORTB gère plusieurs organes de radiodiffusion et de télévision qui sont Radio Bénin, la télévision nationale, Radio Paracou et Atlantique FM. Les acteurs du secteur de la manutention peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations qui contribuent à la relance de l'économie ivoirienne. Les grands travaux qu'ils effectuent au quotidien sont désormais simplifiés. Comment? Réponse dans cet élément de Francis Boifo. Relance économique en Côte d'Ivoire. Les entreprises des secteurs de la construction, de l'agriculture, de la foresterie et de la marine ont été invitées au cours de cette exposition à découvrir les équipements de dernière génération mis à leur disposition pour favoriser les activités économiques. Effectivement, on s'attend véritablement à un démarrage du secteur du BTP d'ici la fin de l'année avec la maturation d'un certain nombre de grands projets de réhabilitation des infrastructures routières. Cette exposition permet à la Côte d'Ivoire de se repositionner dans le domaine de la manutention. Ces journées portes ouvertes ont permis également aux constructeurs du domaine des équipements venus du monde entier de constater la reprise des activités économiques et de s'apercevoir que les grands travaux annoncés par le gouvernement ont démarré pour la plupart sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire a une consommation annuelle d'1 200 000 tonnes de riz, dont plus de la moitié est importée. Les riziculteurs ivoiriens sont donc à la recherche de moyens matériels et financiers pour l'autosuffisance en riz. Ils se sont retrouvés hier pour une séance d'information et de concertation afin de relancer leur activité, freinée, disent-ils, par la crise post-électorale. Justine Seydjike. Pas de statistiques fiables de production locale du riz. Cependant, la Côte d'Ivoire a une consommation de 1 200 000 tonnes de riz blanc par an, dont plus de la moitié est importée. Pourtant, la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire en riz, elle en a les moyens naturels. Nous avons un sol fertile. Nous avons 24 millions d'hectares
de terres rizicultivables. Donc la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire. Il suffit d'1 million d'hectares maximum pour que nous soyons autosuffisants. Avec une production de 5 tonnes à l'hectare, nous avons 5 millions de tonnes de paddy pour un cycle de 4 mois. Mais les moyens matériels et financiers font défaut. Il y a des producteurs, il faut des équipements. Ces équipements-là peuvent s'obtenir et les producteurs sont prêts à assumer le refinancement des équipements. Ils sont prêts à prendre et à participer au remboursement des équipements. On peut nous faire par leasing. Nous avons souhaité, mais ça ne vient pas. C'est ça le problème. Les 48 coopératives de l'Association nationale des riziculteurs de Côte d'Ivoire ont décidé d'adopter de nouvelles dispositions conformément à la nouvelle ordonnance prise en 2011 sur l'interprofession par le président de la République et l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives de l'OHADA en vue de reprendre leurs activités interrompues depuis 2010 du fait de la crise post-électorale, d'où cette rencontre d'information et de concertation. Comme annoncé en titre, rendons-nous à présent à Korogo, précisément dans la localité de Guimbé. Sur place, nous nous intéresserons à la principale activité des femmes qui ont décidé de lutter contre la pauvreté avec la production de l'oignon. Le reportage de Soro Corona dans un commentaire de Diarasuba Larsend. La soixantaine révolue, Sentien Watanayeo a encore la force de cultiver la terre. Elle est l'une des 856 femmes qui constituent l'Union des groupements féminins agricoles de Guimbé. Ces femmes, ici des 18 groupements, repartis dans 17 villages de la sous-préfecture de Guimbé, se consacrent principalement à la culture de l'oignon, un moyen pour elles de lutter contre la pauvreté. Quand nous travaillons sur le site ici, tout ce que nous produisons, ça nous rapporte beaucoup, ça nous permet de pouvoir s'aider dans la maison. Je demande aux autres femmes de faire comme moi. La patronne de l'Union des groupements féminins agricoles de Guimbé, la voici. Dame Fatouma Danyogo est agent de mairie. À ses heures creuses, elle est aux côtés de ses sœurs membres de l'Union. Autant l'Union ne cesse de grandir avec la production de l'oignon qui s'accroît, les problèmes eux aussi sont nombreux. Nous avons à peu près 41 hectares. Il faut une retenue d'eau. Nous avons besoin d'un magasin de stockage d'oignons. Si nous avons un camion, nous-mêmes pour prendre notre oignon et puis faire partir. Abidjan, comme ils peuvent ne pas avoir de l'oignon dans une autre ville de la Côte d'Ivoire, nous pouvons partir avec notre oignon là-bas pour vendre. Appel de Fatouma Danyogo, soutenu par le sous-préfet de Guimbé, Sekou Sanogo. Il faut faire en sorte que toutes les parties qui interviennent dans ce domaine-là puissent gagner quelque chose. Les difficultés, elles sont nombreuses. Au niveau des femmes, il faut les encadrer. L'appui de l'État ivoirien commence à venir. Grâce à son partenaire qu'est la GIZ, des puits ont été créés dans les champs, les aires de production sont protégées contre les ovins et les bovins et les productrices sont mieux encadrées. Des cadres commencent à soutenir l'action de ces femmes de Guimbé. S'agissant de l'achat de sa production, l'Union a trouvé en Dame Désirée Bénin Boulé un partenaire sûr. Les moyens que j'ai de acheter tout l'oignon de Guimbé. Je n'ai pas assez de moyens, je voudrais que, puisque j'ai déjà commencé, que l'État m'appuie un peu pour que je puisse satisfaire toutes les femmes. 9,8 tonnes d'oignons achetées contre 60 tonnes produites l'année dernière. Le reste, un peu plus de 50 tonnes, a été vendu sur les marchés de la région du Poro, souvent à vil prix. Ce qui fait un gros manque à gagner à l'Union et rend difficile la lutte contre la pauvreté chez la femme de Guimbé. Le déguerpissement des populations illégalement installées dans les forêts classées demeure une préoccupation du ministère des Eaux et Forêts. Bado Daré, le ministre des Eaux et Forêts, a partagé cette préoccupation avec les ambassadeurs des pays de la CEDEAO accrédités en Côte d'Ivoire. Les temps forts de cette rencontre avec Herman Niamia. Cette opération de déguerpissement des forêts classées ne vise aucune communauté, mais plutôt à restaurer la flore ivoirienne durement affectée. On n'est pas parti pour détruire tout ce que les gens ont planté. On a bien dit que les plantations en production vont faire l'objet d'un contrat entre les services des eaux et forêts et le paysan concerné pour qu'il y ait un contrat de planting d'arbres pour régénérer la forêt.
L'opération de déguerpissement se fera en 3 phases, sensibiliser, sécuriser et replanter. Les ambassadeurs des pays de la CEDEAO ont pris l'engagement de s'allier au gouvernement ivoirien pour mettre fin à la dégradation des forêts. Depuis plus d'une année, nous avions lancé déjà ce message de quitter les forêts classées. Mais il se trouve que lorsque nous donnons le message et que nous tournons le dos, d'autres personnes viennent en acquérir. Ça veut dire qu'il faut également s'adresser surtout aux intermédiaires, sinon le problème va rester entier. Les déguerpis ne seront pas pour autant abandonnés à leur sort. Des mesures d'accompagnement sont prévues. Les jeunes déguerpis seront notamment impliqués dans la réalisation des travaux forestiers. Le chef de la diplomatie française était au Mali hier. Il faut pour le pays un président et des institutions légitimes au plus vite. Les autorités maliennes en place assurent que c'est possible pour le mois de juillet prochain. Mais certaines questions demeurent, notamment la confection de la liste électorale, le cas des milliers de déplacés et réfugiés et la sécurisation du pays. Laurent Fabius à Bamako, la visite du chef de la diplomatie française intervient alors que Paris insiste pour que des élections mettant fin à la période de transition soient organisées avant le mois d'août. Le président français François Hollande avait déclaré récemment « Nous serons intraitables », un langage fort peu apprécié à Bamako. Plus diplomatiquement, Laurent Fabius a rappelé qu'il fallait des élections en juillet parce qu'il faut une nouvelle légitimité démocratique au Mali. À Bamako, le comité de pilotage d'appui au processus électoral met les bouchées doubles pour tenir les délais. Le ministre de l'administration territoriale, un militaire, assure n'avoir aucun doute sur le respect du calendrier. Le financement est selon lui bouclé. Une question n'est cependant pas tranchée, celle du couplage ou du découplage des élections présidentielles et législatives. Nous allons probablement organiser d'abord les présidentielles et si c'est possible de coupler, mais pour le moment nous sommes en train d'envisager plusieurs options. Mais pour vous dire que ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est sans doute de rétablir la sécurité au nord où les combattants islamistes continuent de mener des incursions comme ici à Gao la semaine dernière. Dans certaines régions, l'autorité de Bamako n'est toujours pas rétablie, comme à Kidal où les Touaregs du MNLA refusent le retour de l'armée malienne. Certains hommes politiques maliens ne veulent pas d'une élection tant que le territoire n'est pas entièrement reconquis. Il n'est pas imaginable aujourd'hui au Mali que des élections aient lieu sans que l'autorité malienne soit effective à Kidal. Autre problème, les populations déplacées ou réfugiées dans les pays voisins, plus de 470 000 Maliens au total. Pour l'instant, l'administration envisage de les faire voter là où ils se trouvent. Mais face à toutes ces difficultés, certains hommes politiques veulent faire appel aux Nations Unies pour l'organisation du scrutin. Je préconise que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, prenne en main le processus électoral. Pour beaucoup d'hommes politiques maliens, rien de pire qu'une élection bâclée qui risquerait de faire durer la situation de crise. En France, exclu des rangs de sa famille politique, le Parti socialiste, rejeté par ses collègues députés, Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre du Budget, veut récupérer son siège à l'Assemblée nationale. La Constitution l'y autorise. Il a donc jusqu'au 19 avril pour confirmer sa position. Le président du Parlement a entamé des discussions afin de l'en dissuader. Puis retour sur le continent, en Mauritanie, les femmes brisent le silence pour la première fois. Elles manifestent contre les violences sexuelles dont elles sont victimes. L'événement déclencheur de cette montée au créneau est le meurtre la semaine dernière d'une jeune fille de 20 ans suite à un viol collectif. Les Mauritaniennes osent pour la première fois briser le silence. Une manifestation inédite pour dire non aux crimes sexuels. Par centaines, elles ont crié leur colère après le meurtre sauvage de Penda Sogué le 29 mars. Âgée de 20 ans, enceinte de 2 mois, elle a été assassinée après avoir subi un viol collectif. Dans le cortège aussi, quelques hommes venus dire leur soutien. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité après ce crime qui nous a soulevé le cœur. Nous voulons prouver au monde entier que l'unité nationale n'est le monopole de personne, que nous sommes une nation unie. C'est le crime de trop pour de nombreuses associations militantes qui s'inquiètent des violences croissantes contre les femmes et les fillettes.
Penda n'est pas la seule victime. Il y a eu d'autres victimes. Il y a eu d'autres femmes qui ont été victimes, qui ont été assassinées. Il y a eu d'autres enfants qui ont été violés, des jeunes filles, des filles de 6 à 9 ans. Nous avons toujours dénoncé l'impunité et nous continuons à dénoncer l'impunité. Nous demandons justice. Depuis, 3 jeunes hommes, auteurs présumés du crime, ont été arrêtés. Les militants pour les droits des femmes exigent des peines exemplaires. Début mars, ils avaient déposé un projet de loi pour durcir la législation sur les viols et les violences. Beaucoup espèrent maintenant que le meurtre de Penda Sogué fera enfin bouger les choses. Et c'est ici que l'on se sépare. Merci de nous avoir suivis et merci surtout de rester fidèles au programme de RTI1. Bon week-end à tous.